c'était Maudit, mais on m'appelle communément Annie Maudit parce que mon poste-nom est très long. Je suis une activiste de droits des femmes depuis plus de 20 ans, très exactement 22 ans. Je suis directrice exécutive de l'association sans but lucratif qui s'appelle Afia Mama. Pour ceux qui ne parlent pas swahili, ça signifie la santé de la femme. Et je suis une experte internationale pour le développement, le genre et l'environnement. Et pour cet atelier, je suis facilitatrice. Je suis mère biologique d'une fille, épouse dans une famille recomposée où j'ai 5 enfants et je suis congolaise. Voilà. Merci beaucoup. Alors, docteur Jean-Claude, vous avez aussi la parole. Alors, merci beaucoup. Moi, je crois que je m'étais déjà présenté en partie. Je suis Jean-Claude Mulunda, je suis médecin de formation et je suis expert en santé de la reproduction. J'ai un master en Global Sexual Reproductive Health, donc santé globale sur la sexualité et la reproduction. Donc, mon travail, que ce soit mes recherches, que ce soit mon travail de gestion de projets ou de programmes, se concentre essentiellement sur tout ce qui est sexualité et tout ce qui est reproduction. Pour moi, comme un modèle qui peut conduire à l'égalité de genre, comme je l'ai expliqué ici. Je suis aussi activiste depuis plusieurs années sur l'égalité de genre et les droits sexuels et reproductifs. Je travaille pour IPAS depuis 6 ans, dont je suis directeur pays pour la RDC, mais il y a quelques mois, j'ai ajouté un nouveau pays qui est le Burundi, où on a un grand projet aussi là-bas. Voilà, donc je suis marié et je suis père de 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Alors... bon, en tout cas des pères et des mères. Je suis congolais. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Et des grands-pères. Merci beaucoup pour la présentation. Oui. Alors, voilà. Je voudrais commencer par une question. Vous trois, chacun de vous va pouvoir répondre à la question. Qu'est-ce qui vous a accepté de travailler pour la dissémination ou l'implémentation du protocole de Maputo? On commence par... oui, on commence toujours par vous, en général. Oui, les images. Hein? Donc là, ça sera dans les témoignages. D'abord, pourquoi vous avez commencé à travailler avec IPAS ou plutôt pour le protocole de Maputo? Bon, comme venait de le dire Dr Jean-Claude, ce sont les évidences. Donc, les cas, je voulais de le dire, hein, je suis activiste de droits de la femme depuis plus de 25 ans, je crois. Vers la fin de l'université, quand on était en première, deuxième licence, j'ai commencé. Et depuis lors, je n'ai jamais abandonné. Donc, ce sont les évidences. D'abord, c'était une révolte contre les discriminations faites à la femme. Je m'étais dit, je suis juriste, qu'est-ce que je vais faire? Et on s'était organisé avec les amis, on a créé une association et on faisait la vulgarisation du code de la famille. On s'est parlé parce qu'on se disait, on n'a pas besoin de moyens, on va dans une église, on va dans un quartier, on parle on vulgarise les codes de la famille, on encourage les femmes à connaître leurs droits, à les défendre aussi. Et au fur et à mesure que nous évoluons, il y a eu cette histoire de violence sexuelle. On en parlait davantage et nous nous sommes aussi intéressés aux violences sexuelles et on commençait à défendre les victimes. On était avocates, on se disait pourquoi pas. On les faisait bénévolement d'ailleurs, défendre les victimes de violences sexuelles. Et après, en les faisant,
nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre elles tombaient enceintes. Bon, à l'époque, on ne connaissait pas les protocoles de Maputo. Elles tombaient enceintes, il y en a qui gardaient, il y en a qui ne sais pas ce que c'est. Et après, j'ai eu vent du protocole de Maputo. C'était au cours d'une session d'information. D'ailleurs, c'est moi qui avais organisé. Je ne connaissais même rien du protocole. J'ai organisé la session. C'était en intention des avocats et des avocates. Et c'est Maître Pélagie qui avait animé. Et après, je l'ai suivi. Je me suis intéressée. Moi, je me dis, c'est quand même un instrument très important pour les femmes. Comment je vais faire pour aussi avoir des informations, être formée. Alors, elle m'a donné l'adresse de iPass. Elle m'a donné un numéro, j'ai appelé et le monsieur m'a dit non, je ne suis plus à iPass. Il m'a passé le numéro du docteur Jean-Claude. Alors, j'ai contacté le docteur Jean-Claude. Je lui ai dit, est-ce que vous ne pouvez pas me former dans notre association? Parce que moi, je pense que c'est. J'ai lu, comme ça. Pas seulement l'avortement, mais il y avait d'autres, par exemple, sur le mariage. Moi, c'était important pour nous, les avocats. Souvent, on n'a pas l'habitude d'utiliser pendant nos plaidoiries des instruments juridiques internationaux. On se limite à nos lois nationales. Pourquoi pas? Alors, on a eu une formation, je vous dis, on avait commencé comme ça. Aujourd'hui, par une session de clarification de valeurs avec 20 avocats. Et depuis lors, je me suis accrochée. Et actuellement, quand dans mon milieu, dans le milieu des femmes, quand on parle du protocole de Maputo, quand il y a un problème, en tout cas, souvent on recourt à moi. Dans mon quartier aussi, je reçois beaucoup de cas. Quand il y a viol, parce que j'en parle. Quand il y a viol, n'attendez pas 1 mois, n'attendez pas 2 mois. Appelez, allez à tel endroit. Et chaque fois, c'est comme ça. Quand il y a un cas de viol, quand il y a un cas de grossesse, qui respecte qui rentre dans le principe du protocole de mort, on m'appelle et j'oriente les gens. Donc, c'est ça la petite expérience que j'ai avec le protocole de Maputo. C'est vrai, au début, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure que les gens comprennent, au fur et à mesure qu'on parle, au fur et à mesure qu'on échange, je vous ai dit, on a fait la vulgarisation, les sensibilisations, c'était pendant les 16 jours d'activité, je crois en 2022 ou 2021. On a tenté l'expérience d'aller vers la population et ou dans les grands marchés. Et à notre grande surprise, on a été bien accueillis. Les gens étaient trop curieux d'entendre, de poser beaucoup de questions. Et c'est pourquoi hier j'avais dit que les problèmes se posent beaucoup plus chez les intellectuels. Je vous ai parlé des échanges qu'on a eu, des approchages qu'on a eu avec les magistrats, avec les juges, mais avec la population, en tout cas, ça passe. On a même tenté une expérience avec les mamans maraîchères de Secomac. Elles sont constituées en coopérative, je crois. On a fait un théâtre forum et les messages étaient passés facilement. Donc, c'est la petite expérience que j'ai. Merci beaucoup. On passe à Madame Annie. Je crois que la question c'était pourquoi. Oui, pourquoi vous êtes engagée dans cette lutte? Oui, moi c'est parti d'une expérience personnelle. Juste pour donner le contexte, j'ai été à Goma juste après le génocide, jusqu'à la deuxième guerre du RCD. J'ai vécu l'AFDL, le RCD 1, le RCD 2. Et dans mon environnement, beaucoup de mes camarades, je me souviens encore l'avenue où j'habitais, un jour, toutes les jeunes filles qui étaient là ont été enlevées la nuit. Moi, j'ai juste survécu parce que un des rebelles à l'époque
était au fait dans ma classe à Maendeleo. Pour ceux qui connaissent Goma, nous, on ne savait pas. Donc, le jour où ils sont en train de distribuer l'eau, je les reconnais et comme ça, ils passent en code. Je ne dors pas chez nous et du coup, j'ai survécu toute seule. Alors, quelques temps après, la plupart de ces jeunes filles se sont retrouvées enceintes. Après avoir été violées plusieurs fois par plusieurs groupes. Et il y en a qui ne voulaient pas garder leur grossesse. Il y en a qui voulaient garder des grossesses. Mais même pour celles qui ne voulaient pas garder des grossesses, ça a été difficile pour qu'elles puissent accéder à l'avortement parce qu'il n'y avait pas d'informations, c'était considéré comme un péché. Mais au fond de moi, il y avait quand même quelque chose en moi qui disait elle n'a pas choisi d'être violée. Pourquoi elle doit maintenant être presque forcée de garder la grossesse contre son gré? Et puis, j'ai connu quand même quelques expériences où, quelques années plus tard, il y a des amis d'enfance dont les fils les ont attaqués parce qu'ils voulaient savoir c'était qui leur père. Et il y a même une, je crois que j'ai partagé avec quelques personnes avec qui j'ai discuté, son fils l'a poignardé et il a fini dans un groupe armé. Et elle a repris les études, elle a fait le droit, elle défend beaucoup le droit des enfants. Alors, cette expérience autour de moi m'a poussée et je m'étais toujours dit si je sortais de là vivant, je serais la voix des sans-voix et je militerais pour des questions spécifiques qui m'ont beaucoup touchée, qui ont beaucoup terrassé une partie de mon existence. C'est ainsi que ça commence et moi, j'ai commencé à travailler sur cette cause-là avant même que notre pays ne puisse ratifier le protocole de Maputo, parce que quand je suis réfugiée en Afrique du Sud, j'ai travaillé au niveau régional dans un mouvement des jeunes femmes féministes de l'Afrique australe. La Namibie, à l'époque, a lancé comme ça un programme de stérilisation des femmes à l'insu de ces femmes-là. Alors ça nous avait aussi choqués. Comment est-ce que les femmes se retrouvaient? Au fait, dès qu'une jeune femme était dépistée séropositive, elle était stérilisée sans qu'elle ne sache. Donc, c'est dans cette dynamique-là que, pour moi, ça a été une continuité des causes qui m'ont touchée, qui m'ont choquée. Et nous avons commencé, je me suis lancée comme ça dans ces plaidoyers et les lobbies auprès des dirigeants des pays de l'Afrique australe pour que d'abord que les pays puissent ratifier. Parce que les pays ont ratifié progressivement. La RDC a ratifié en 2008. Et 2 ans plus tard, en 2010, j'ai décidé de rentrer parce que j'estimais que j'ai travaillé dans la région, dans 10 pays. Et puis, c'était ce moment où on disait que la RDC était la capitale mondiale des viols. Alors, ayant survécu la guerre, ayant trouvé ma voie à la scène internationale, je me suis dit que je pouvais maintenant rentrer chez moi pour comprendre la situation actuelle, parce qu'étant réfugiée pendant plus de 10 ans à l'époque, je ne savais plus les réalités de 2010-2011. C'est comme ça que je suis rentrée et depuis mon retour, j'ai commencé à travailler sur l'accès aux soins post-avortement, tout en approchant différents professionnels, des psychologues, des médecins, des juristes, des avocats, des magistrats aussi, pour essayer de libérer des prestataires qui étaient arrêtés. Et nous avons adopté la stratégie d'identifier les mères qui ont perdu leurs enfants à la suite des avortements clandestins et non sécurisés, puisqu'on avait 2 problèmes. Les avortements clandestins sécurisés, les gens avec l'argent accédaient à ça, même avant le protocole de Maputo, sans problème. Maintenant, c'était comme si la mort due à l'avortement était une punition pour celles qui n'avaient pas de moyens financiers. C'est ainsi que je me suis lancée et depuis lors, travailler avec IPAS au niveau régional, et quand ils ouvrent les bureaux, pour nous autres, c'était un soulagement. Enfin, le protocole de Maputo était publié et on ne travaillait plus dans la clandestinité, parce que c'était dans la clandestinité qu'on essayait de pousser à l'accès à l'avortement sécurisé, surtout pour les survivants des violences sexuelles ou des viols, mais c'était sous prétexte des soins post-avortement.
Et jusqu'à aujourd'hui, je crois que voilà, j'ai gardé ces rythmes qui est parti d'une expérience personnelle. Ah, merci beaucoup. Je pense que c'est une histoire très riche. Hein? Docteur Jean-Claude, avant même d'être chez IPAS, tu étais déjà là-dedans. Oui. C'est que tu étais un homme genré bien avant. Ah, nous, on s'est connus, IPAS, ce n'était pas encore. Non. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager pour l'accès des femmes à leurs droits en matière de santé sexuelle et reproductive? Merci beaucoup, professeur. Alors, mon cas, il est peut-être un peu différent. J'ai étudié, j'ai fait la médecine à l'université de Kinshasa. Et à l'époque, c'était pas un peu comme aujourd'hui. Hein. L'université était encore l'université, c'était fermé. Les policiers n'entraient pas, les militaires n'entraient pas. Donc, c'était vraiment un monde totalement à part. La Bléza existait encore et tout ça. Alors, c'est dans ce contexte-là que moi, je rentre à l'université de Kinshasa. J'avoue que tout celui qui était là à l'époque, si tu rentres maintenant, tu regardes, tu dis, même s'ils ont peint, mais ce n'est plus l'université. Et on sentait, voilà, la colline inspirée et tout. On avait tous besoin de pouvoir s'accoutumer, s'habituer. Moi, je venais de la maison et puis j'allais à l'université et je rentrais à la maison. Mais comme j'aimais bien, j'avais des difficultés à étudier à la maison. J'habitais vers, comment on appelle ça, de la montagne, ma campagne. Et donc, j'arrivais fatigué parce qu'il fallait prendre un taxi d'abord de l'UPEN et puis parfois quand il n'y a pas de taxi, il faut prendre 2 fois Mongafula et puis après tu prends UPEN et de UPEN tu prends maintenant un autre taxi qui va t'amener à la maison. Donc 2 ou 3 taxis. Et pire, si tu passes par Victoire et Kintambo, tu arrives fatigué. Qu'est-ce que je faisais? J'ai terminé tout ce que j'ai à faire à l'université. Donc j'ai quitté tôt le matin, 6 heures je suis déjà parti. Je rentrais à la maison vers 22 heures quand on ferme la bibliothèque de la faculté des Polytechniques où j'étudiais souvent. Alors, je sors, je prends mon taxi, je rentre. Effectivement, à l'époque, il y avait des bus. On avait même des bus spécifiques, Belco, quelque chose, qui étaient spécifiques aux étudiants. Et il y en avait à toutes les heures. Et je ne sais pas si ce monsieur-là est tombé en faillite, mais c'était une très bonne initiative privée. Donc, je prenais ce bus-là, je rentrais à la maison. Alors, mais pendant cette période-là, j'ai constaté déjà beaucoup de choses. À partir de 21h30, 22h, il s'est passé beaucoup de choses derrière les bâtiments de l'université. Première chose que j'avais constatée, c'est que je trouvais qu'il y avait des gens qui avaient fait des rapports sexuels en utilisant les sachets, ce qu'on appelait les 08. Oui. Alors, je ne comprenais pas. Bon, en tant qu'étudiant en médecine, j'étais quand même curieux de voir le type de sachet assez bizarre, avec des colorations bizarres, apparemment avec un contenu. Et puis, avec des mouches et tout. Et je me suis approché. Je n'étais pas seul, j'étais avec quelques amis. On a regardé, on a trouvé, on a dit ça. Et puis on a essayé un peu de chercher. Là, on a trouvé qu'il y en avait plus. Et on a compris qu'il y avait des gens qui utilisaient ces sachets-là comme préservatifs. Ça nous a tiqué. On a commencé des réflexions en tant qu'étudiants. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Et on a trouvé qu'il n'y avait aucun endroit spécifique à l'université où vous pouvez aller tout droit prendre un préservatif. Il n'y en avait pas. Vous devez aller à l'intendance ou donc en dehors de l'université pour aller chercher une pharmacie pour acheter. Bon, maintenant, il y a des pharmacies et des alimentations même au bureau administratif, mais avant, ce n'est pas comme ça. Et donc, on a compris qu'il y avait une carence, il n'y avait pas de préservatif. Et les gens n'avaient pas l'information qu'en utilisant ces sachets-là, il y avait toujours risque de contamination parce que même si ça ne se déchire pas, le risque de contamination. Et le sachet, vous voyez qu'il ne fait rien passer, mais il peut faire passer un virus parce que c'est très très petit. Mais aussi ça peut se déchirer et vous pouvez ne pas le savoir. Donc aussi c'est inconfortable à l'utiliser. Et donc nous avons sollicité auprès des organisations, à l'époque c'était UNFPA, on a sollicité la formation et nous avons été formés comme des pères éducateurs. Alors là, ça ouvre la deuxième phase, qui est la phase maintenant de contact avec la communauté estudiantine. On a commencé à parler aux jeunes filles, aux garçons. On nous avait formés sur la prévention de VIH, la prévention des IST
la prévention des grossesses non désirées, donc l'utilisation de la contraception, des méthodes contraceptives, essentiellement des pilules, et le développement de compétences de vie courante. Par exemple, comment une jeune fille étudiante peut négocier un préservatif avec son partenaire garçon s'il veut avoir des rapports sexuels. Parce qu'il peut refuser, mais tu ne me fais pas confiance et tout ça. On a tous été étudiants, on sait comment ça fonctionne. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a commencé à sensibiliser, à organiser des sessions au niveau de l'université. Maintenant, les filles et les garçons ont commencé à se confier en nous. Les histoires que nous avons entendues. Et effectivement, j'ai continué à entendre ces histoires jusqu'à devenir médecin, jusqu'à devenir prestataire de services. Jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à entendre des histoires. Et chaque femme a une histoire. Et vous regardez comme l'histoire de la jeune femme, quand vous la regardez, vous ne pouvez pas. Elle était toute belle. Mais elle est tombée enceinte dès son fiancé, qui n'était pas un étudiant, mais qui était un professionnel déjà en ville, avec, il venait la chercher en voiture et tout ça. Vous savez, tous les tapages qu'il y avait à l'université. Et la fille est enceinte. Elle ne sait pas où trouver l'avortement. On lui dit non, il y a un type en Gaba là-bas qui fait les services d'avortement. On était avec des amis, quand il nous racontait. On n'a pas dit non, je vais parler à une personne. Non, il nous a considéré, on était à 3, comme des pères éducateurs, et il s'est dit, je veux vraiment vous parler de mon cas. Il est allé voir ce monsieur-là. Il arrive là-bas, le monsieur lui dit, il dit oui, moi, c'est un coup, une flamme. Ça ne traîne pas, c'est vraiment du coup. Tu payes l'argent et puis c'est fait. La fille prend l'argent, elle paye. Le monsieur lui dit, ok, le médicament que j'ai, je le frotte sur mon pénis. Et puis après, on fait des rapports sexuels. Et après, tu vas sentir des douleurs. Après les douleurs, ça va sortir. Elle appelle sa copine qui l'avait référée là-bas. Il lui dit, mais ma copine, le monsieur chez qui tu m'as envoyé, il me dit, mais le monsieur d'abord, il n'est même pas propre et tout ça. Tu vois un peu les filles de français. La copine lui dit, ma copine, arrête les français. C'est ce monsieur-là qui va t'aider. Ça fonctionne comme ça. Toi, accepte seulement. D'ici demain matin, il n'y aura plus rien, la grossesse sera partie. Moi aussi, je suis déjà passé. Alors, lui, son cas, il est différent. Et le monsieur, la fille a accepté, donc il s'est donné. La suite, c'est qu'effectivement, le monsieur, il utilisait le misoprostol, qui est le médicament que le prof a présenté ici. Il prenait le misoprostol là-bas, il écrase, un peu comme on fait pour les gens qui ont l'estomac, mal à l'estomac ou pour les enfants, comme on écrase des paracétamol. Il écrase en grande quantité alors, il n'écrase pas en suivant les doses, non. Il prend par exemple 5 comprimés, il écrase, il prend, il frotte, il mélange avec de l'eau, et puis il frotte sur son pénis, et puis il fait des rapports sexuels. Effectivement, ça déclenche des douleurs après, ça déclenche l'avortement, mais c'est le médicament, ça n'a rien à voir. Je pense que le prof vous a expliqué un peu comment on l'utilise. On peut le déposer avec, on peut même demander à la femme elle-même, elle prend et elle dépose. On n'a pas besoin que quelqu'un, c'est pas quand les femmes utilisent les ovules et autres, on ne fait pas pour eux. Elle dépose elle-même. Mais le monsieur, non seulement il l'a payé, le monsieur l'a presque violé, parce que la fille, quand elle explique, elle dit, oui, il n'y a pas de préliminaire, il n'y a pas quoi. C'est comme ça, c'est le traitement. Est-ce que le traitement, on peut faire de... Non. C'est le traitement. Donc, tu te déshabilles, comme pour une consultation, tu te déshabilles, il fait, et puis bon, après, tu attends. Si ils disent, tu as des douleurs, dis un peu, il dit, il faut qu'on ajoute la dose. C'est un bandit. Et l'histoire est très longue parce que finalement, je suis allé travailler avec les déplacés centrafricains, avec l'OHCR. J'ai encore rencontré beaucoup d'autres histoires liées à la sexualité, à la reproduction. Ça m'a révolté. Déjà, le cas de la femme, si vous la voyez, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'elle peut accepter quelque chose comme ça. Angaba, elle qui venait de Gombe, je ne sais pas moi où, et qu'on venait chercher en belle voiture par le fiancé. Mais c'est vrai que le fiancé n'a jamais su ça. Jusqu'aujourd'hui. Et la suite maintenant, le risque pour nous, je ne sais pas ce que la femme est devenue, mais j'ai toujours posé la question de savoir, avec même des amis avec qui on était, est-ce que cette dame-là, si le monsieur, parce qu'il fait ça avec toutes les femmes,
Et il met directement les produits sur son pénis. Ça veut dire qu'il n'utilise pas les préservatifs. Donc, il y a risque de VIH. Tu vas te faire avorter, mais tu obtiens le VIH. Mais aussi, en temps normal et même en suivant la loi, c'est que le monsieur l'a fait, c'est un viol. C'est un viol. Ça veut dire que même une femme qui a été violée peut aller se faire violer la seconde fois pour obtenir l'avortement. Deuxième leçon que moi j'avais tirée de cela, et ça c'est démontré par les évidences. Quand une femme a pour ses propres raisons décidé de se débarrasser d'une grossesse, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quand vous regardez les méthodes qu'elles utilisent, des produits parfois toxiques, comme le permanganate. J'ai vu une femme avec les rayons de roues, de vélo. Elle pend de l'extérieur. Elle fait entrer, ça saigne, elle pleure elle-même dans sa chambre. Mais l'objectif, c'est de trouer l'utérus, que ça sorte. C'est vrai. Quand vous n'avez pas vu ça, vous ne pouvez jamais savoir ce qui se passe réellement. Mais quand vous êtes en contact de ça, vous dites, mais pourquoi les femmes arrivent à faire ça? Au début, vous êtes choqué, vous dites, mais les femmes, elles exagèrent. Comment elles arrivent à faire ça? Qu'est-ce qui manque dans leur tête? Mais quand vous poussez la réflexion plus loin, vous vous rendez compte de la détresse dans laquelle elles se trouvent, qui les pousse à pouvoir agir comme ça. Et depuis lors, je me suis dit, et si les gens pouvaient élever la voix pour que tout le monde sache ce qui se passe derrière les rideaux, ce qui se passe derrière nos maisons, ce qui se passe dans la brousse, même dans nos bureaux. Et à partir de là, donc, j'ai commencé mon engagement pour les droits sexuels et reproductifs en travaillant pour que le maximum de filles aient accès et des garçons aient accès à l'information sur la contraception, les risques pour le VIH, pour les IST, mais aussi des informations sur l'avortement. Donc, c'est comme ça que je me suis engagé. Je pense que depuis de toute ma profession, j'ai travaillé mes premières années au clinique universitaire en médecine interne. Et puis après, depuis que j'ai shifté, je ne suis plus rentré. Donc, c'est santé de la reproduction, accouchement, avortement, violence sexuelle, planning familial, IST, VIH, tout ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai continué à davantage contribuer aussi par la recherche à produire des évidences qui montrent le problème et comment est-ce qu'il faut arriver à faire face à ce problème-là. Ah, merci. Et c'est sur le parcours-là que j'ai rencontré iPass, mais aussi les autres. D'accord. En tout cas, c'est une très bonne histoire, un très bon témoignage. Mais je voudrais poser une question. Avant, je vous donnerai la parole à la fin. Si vous avez des questions à poser ou des inquiétudes à exprimer. Ma curiosité, je voudrais savoir, je commence avec Madame Annie. Quels sont les obstacles ou les conflits moraux que vous avez eus dans votre engagement ici? Je suis sûr que vous en avez eu sur le plan personnel. Oui. Vous pouvez me partager un peu quels sont les conflits moraux ou les obstacles que vous avez pu rencontrer dans votre vie personnelle par rapport à cette lutte? Encore une fois, ça commence par moi-même. La première chose, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe dans ma vie. J'ai biologiquement qu'un enfant de 24 ans, donc j'essaye de concevoir. Et donc, quand je parle du protocole de Maputo, j'ai eu droit à des commentaires assez blessants, où c'est pour ça que tu n'arrives pas à concevoir, parce que tu parles du protocole de Maputo, où tu encourages l'avortement, alors qu'au fait, je n'encourage pas du tout l'avortement. Au lieu de perdre 2 vies, parce que comme le docteur l'a tout à l'heure souligné, quand une jeune fille, une femme, même les religieuses, nous en avons qui nous contactent. Beaucoup. Les autorités des églises vont référer, ils vont supplier pour que vous ne puissiez pas divulguer ça. Si vous n'offrez pas ce service, je veux dire même l'information ou les référencements, elle finira par aller faire des bêtises et mourir, elle et les fœtus. Donc, c'est vraiment un défi au point où, à un moment donné, ça devenait lourd pour moi-même. Je continue à faire ce travail qui est comme pour moi un apostolat, de sauver des vies où je dois me gêner parce que, au risque que moi-même je sois attaquée.
L'autre défi maintenant, c'est au niveau de l'hypocrisie. Nous vivons quand même dans une société où il y a un tel niveau d'hypocrisie qui est horrible. Vous avez je ne parle pas de la congrégation, mais un serviteur de Dieu, parce que j'ai dit prêtre, on va tout de suite savoir, ou imam, qui lui-même vient avec sa fille pour son honneur, veut forcer sa fille à avorter. On lui dit, mais non, c'est pas ça. Non, mais c'est parce que vous voulez que les femmes avortent. J'ai dit, non, là, vous avez mal compris. Donc, dans cette hypocrisie, par moment, les gens veulent interpréter les protocoles de Maputo en fonction de leurs besoins. Puisque si c'est connu que cette fille est en grossesse, pas même par un membre de la congrégation, ça sera la honte sur lui. Et lui, il va tordre maintenant les protocoles de Maputo en forçant sa fille à accéder à l'avortement. Donc, le défi, c'est d'arriver à faire comprendre aux gens que notre lutte, c'est pour le respect de droit de disposer librement de son corps. Le droit de choisir si on veut ou pas garder une grossesse, surtout lorsque c'est dans les conditions spécifiques du protocole de Maputo, parce que pour la RDC, en plus, c'est encadré. Ça, c'est vraiment un réel défi qui nous prend beaucoup de temps. Et l'autre défi aussi que nous rencontrons, c'est un peu, je vais dire, la contradiction, ou presque. C'est vrai que logiquement, on ne devrait pas parler de la contradiction, mais pour les communs des mortels, c'est une contradiction lorsqu'on a encore ces dispositions dans les codes pénals, et puis vous venez nous parler du protocole de Maputo, et puis vous devez commencer à expliquer ce que la Constitution dit. Ça devient un peu plus compliqué, et c'est un grand défi pour nous. Et après, c'est poids socio-culturel de se voir à travers les yeux des autres. Ça fait que même les femmes qui savent qu'ils peuvent accéder aux services, parfois, par la honte, vont aller derrière les avenues pour aller dans les méthodes qui sont plutôt dangereuses. Et au finish, pour nous, c'est aussi un peu le fait que l'État, dans son entièreté, l'État semble n'est pas aussi, accorder la prise en charge telle qu'on l'aurait souhaité. Il y a la volonté, mais entre la volonté et l'action concrète, il y a quand même un écart. Par exemple, on souhaiterait qu'après des zones de santé où on a déjà apporté de l'aide, quand on passe à une nouvelle zone de santé, quand même que l'État continue, qu'il n'y ait pas rupture des intrants, qu'il n'y ait pas, lorsqu'on a mité les agents, qu'ils soient dans les médicales ou les secteurs de la justice, qu'eux-mêmes aussi investissent quand même dans la formation des personnels qui vont être envoyés. Ces défis-là, ça nous affecte. Je crois que j'ai mentionné ça hier, lorsque les magistrats, Maman Cécile va quitter Mbanzangungu, l'autre là qui va venir, il faudra recommencer. Oui. C'est un peu ça les quelques défis que je peux souligner maintenant. Maître, qu'est-ce que vous avez rencontré comme conflit moral ou obstacle moral dans votre lutte? Bon, moi, c'est d'abord chez moi à la maison. Oui. Je vous ai dit que j'ai 5 garçons. J'ai une belle-sœur, j'ai des petites sœurs à la maison. Et je leur parlais du protocole. Oui. Et surtout de l'avortement sécurisé. Oui. Et mon mari n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord parce que mes enfants, mes 5 garçons sont très engagés à l'église. Oui. Ils sont tous à la chorale. Alors, ils ne concevaient pas que je leur parle de ça. Oui. Donc, c'était d'abord le problème. Et souvent, au début, là, j'étais trop en contact avec le docteur Jean-Claude quand j'appelle. Ah, ton associé là, avec qui vous... Là, c'est vous l'associé. Alors, une fois, je prenais mon taxi sur le boulevard. Oui. Je suis tombée sur les mauvaises personnes. J'étais en... Oh. Ah bon? Alors, dès que je suis entrée dans les taxis,
je m'étais sentie vraiment désarmée. C'était 3 hommes. Oui. J'étais désarmée et j'ai pensé directement au viol. Oui. Directement, je me suis dit, si je me fais violer. Oui. Heureusement pour moi, peut-être ces jours-là, parce que mes enfants étaient L'église. dans un tridome à l'église, je ne sais pas. On n'est pas allé loin, ben, ils ont voulu prendre tout ce qu'ils ont pris. Même les téléphones et tout. Mais heureusement, ils m'ont laissé un peu d'argent. C'était vers 19h, 20h. J'ai pris le taxi, je suis arrivée dans mon magasin, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, on venait de manger. Oui. Et la première question, qui a été violée? Moi, j'ai dit, viens me prendre. Alors, il est venu me prendre. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas été violée. Mais si j'étais violée, et si je tombais enceinte, il pense que je peux garder cet enfant, ou je pouvais garder cet enfant. Oui. Alors, j'en ai profité, tu vois maintenant l'importance de ce que j'ai fait. Si j'étais violée moi-même, je n'allais pas accepter de garder cet enfant. Et quelques temps après, mon mari a perdu sa petite sœur. Il est parti se faire avorter. Chez les charlatans, et puis elle est décédée. Et c'est la première fois que je l'ai vu pleurer. Il avait vraiment pleuré. Et depuis lors, cette discussion s'est calmée avec lui. Et l'autre défi, c'est, comme je vous ai dit, c'est avec notre juriste et plus particulièrement les magistrats. Ben, heureusement que ça commence là. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce qu'on nous a donné des petites chaises, des occultistes. Est-ce que vous pouvez faire ça à vos enfants? Vous êtes quel genre de mère et tout? Vous êtes endoctrinés par les blancs. On me dit d'ailleurs, on vous paye combien? Qu'est-ce que vous gagnez dans tout ce que vous faites là? Ça n'a pas été facile. Hein? Ça n'a pas été facile. C'est pourquoi j'ai insisté chaque fois pour qu'il y ait un atelier avec les magistrats, avec les complices. Vraiment, c'est bon. Donc, ce sont là les difficultés. Merci beaucoup pour avoir partagé ça. Docteur Jean-Claude, je vais vous poser une question qui est revenue et qui revient partout où on passe. Les gens disent vous utilisez le protocole de Maputo pour introduire autre chose derrière. Est-ce que vous avez une idée derrière la tête pour utiliser d'abord le protocole de Maputo comme un cheval de Troie? Et puis après? Et puis par après amener la vraie chose que vous voulez amener. Qu'en est-il au juste? Oui. Ok. Non, il y en a d'autres qui m'ont même cité de quoi il s'agit. Ça dépend des endroits. Vous voyez? L'homosexualité. Par exemple, l'homosexualité, la dépénalisation totale et libérale, tout ça. Okay. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, une, deux, trois choses. La première, on n'a pas des idées derrière quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de moi. Déjà, quand on rédigeait le protocole de Maputo, j'étais encore à l'université. Quand on l'a approuvé en 2003, j'étais à l'université. Quand il est entré en vigueur en 2005, j'étais à l'université. Quand la RDC a ratifié, j'étais en train de terminer l'université. Donc, j'étais très loin de ça. C'est les autres qui ont fait ça. J'ai eu l'opportunité de rencontrer les personnes qui étaient impliquées pour comprendre des logiques. Ils m'ont expliqué, effectivement, chacun avait sa façon de voir les choses, qui était effectivement différente les uns des autres. Alors aujourd'hui, nous militons pour que ce qu'eux, ils ont approuvé en 2003 et qu'ils ont ratifié en 2008, publié dans l'officiel en 2018, soit appliqué. On va avoir quelle idée derrière? S'il y a quelqu'un qui utilise le protocole Maputo pour faire quelque chose d'autre, alors ça devait être ceux qui l'ont rédigé. Pas nous qui voulons son application. Ceux qui l'ont rédigé, ce sont les pays, y compris la RDC, qui l'ont aussi ratifié.
Alors, si la question c'est nous, AIPAS en tant qu'organisation, est-ce qu'on a une idée derrière? Non. La seule idée derrière pour nous, c'est de promouvoir les droits des femmes. Promouvoir l'égalité, la parité, l'équité. C'est tout. On n'a pas d'autres idées derrière. Maintenant, il revient à chaque peuple, comme on le dit toujours, de s'autodéterminer, de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Je vais vous donner un exemple. AIPAS est une organisation internationale des droits américains. Nous travaillons aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, dans plusieurs pays. C'est même pour ça que vous avez commencé la télé, je n'étais pas là, parce que j'avais d'autres ateliers en dehors du Congo, mais en d'autres pays d'Afrique. Mais dans tous ces pays-là où nous travaillons, si nous commençons par les États-Unis, où notre siège est, ça fait 50 ans qu'AIPAS existe, depuis 1973, 73. L'année passée, nous avons fêté 50 ans. Et regardez, vous suivez les informations sur les questions, les discussions autour de l'avortement aux États-Unis. Aux États-Unis, l'homosexualité est acceptée, tolérée. Mais l'avortement n'est pas accepté, toléré. Essayez d'analyser les deux situations. Pourquoi ils acceptent facilement les homosexuels, mais ils refusent totalement à la femme qui est enceinte, même pour le viol, de pouvoir recourir à un avortement? Ils sont en train de changer toutes les lois pour dire non, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Les femmes, elles doivent accoucher. Les hommes, elles peuvent épouser d'autres hommes. Donc c'est autant de distensions, de discussions qui sont parfois juste des discussions de popularité, un peu comme on dit du populisme. Oui. Le politique, il se dit, j'ai déjà ma base, mais il me manque l'Église catholique. Il dit, quel est le sujet qui peut les intéresser? L'homosexualité. Je suis contre ça. L'Église se dit, voici celui pour qui on va voter parce qu'il va faire ça, ça, ça. Trump, quand on le votait, il avait déjà pris des engagements avec des églises. Je vais supprimer ça, je vais arrêter ça, je vais changer ça, je vais changer ceci. Et c'est ça, c'est comme ça. Et quand Biden est venu, il a commencé à changer tout ce que Trump avait changé. Et c'est ça la logique chez eux, ils fonctionnent comme ça. Ça fait partie des thèmes des campagnes. Donc ce qui fait que c'est des thématiques, des populismes, des popularités pour gagner les élections. Ce qui est un peu différent chez nous. Le président, il vient avec son plan, il vous dit je vais faire ça. Il ne tient peut-être même pas compte de ce que vous pensez. Mais bon, vous allez le voter parce que c'est ce qu'il a dit. Mais chez eux, ce n'est pas ça. La population a son propre agenda. Il dit, c'est lui qui vient avec cet agenda, c'est celui-là qu'on va voter. Alors les gens essayent d'épouser l'agenda des autres. Donc c'est différent. Donc de notre côté, pour nous, en tant qu'organisation, nous n'avons pas des idées derrière. Alors, est-ce qu'on devrait avoir peur qu'on puisse légaliser l'avortement? La question c'est, est-ce que si on légalise l'avortement, toutes les femmes vont aller avorter? J'ai toujours posé cette question, c'est la question que souvent j'ai posée quand j'étais père éducateur aux jeunes. C'était de savoir, parce qu'il y a des jeunes qui posaient, surtout ceux qui sont engagés à l'église et tout ça, ils disent oui, mais vous ne voyez pas qu'en nous donnant des préservatifs, vous nous poussez à aller nous prostituer. Les jeunes eux-mêmes me posaient ce genre de questions. J'étais jeune comme eux. Je pose la question maintenant, je dis, est-ce que si je te donne un préservatif maintenant, tu vas embrasser la fille qui est à côté de toi? Il dit non. Et puis, vous voyez, hein, pour quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit, il sort tout de suite, il dit non, 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 tu vas faire ça. J'ai dit oui. Ça veut dire que si ton éducation, si l'éducation familiale, l'éducation chrétienne et tout ce que tu as reçu ne te permettent pas, tu ne le feras pas. Mais si jamais tu es confronté à une situation, parce que tout il y a toujours la première fois, tu es confronté à une situation où tu te dis, ici, je suis limité, je dois. Alors, le corps devient faible en ce moment-là et ça affaiblit davantage. Pense aux IST, pense au VIH, pense à une grossesse qui peut en résulter, utilise un préservatif. On ne t'a pas dit d'aller te prostituer. Et donc, c'est souvent la peur que l'on a, mais qui ne se justifie pas. Cette peur ne se justifie pas, pourquoi? Parce qu'elle n'a aucune base scientifique. Parce qu'on est des scientifiques ici. La science, c'est les données.
Nous pouvons nous faire des soucis ici. Nous, les médecins, vous, les hauts magistrats, on se soucie de la population congolaise. On dit qu'on ne veut pas de ça, parce qu'ainsi de suite. Tout ça, c'est bien. Avant, c'est 2016, hein, l'étude de l'école de santé publique, c'est 2016. Le protocole de Maputo, c'est en 2018. Donc, il n'y avait pas de protocole, mais il y avait 400 avortements par jour à Kinshasa. Il n'y avait pas de protocole de Maputo. Bon, maintenant, quelqu'un s'élève aujourd'hui, il dit, non, moi je suis contre ce protocole-là d'ailleurs et tout ça. Oui, mais ça change quoi? Ça change rien. Ici, à Kisante, vous pensez que pour une fille avorte, elle connaît le protocole? Elle ne connaît pas le protocole de Maputo. Elle n'a même pas besoin de connaître ça. Donc, c'est la difficulté que nous avons à regarder la réalité en face. C'est ce qui nous bloque. On réfléchit comme si toute l'humanité dépendait de nous. Hier, pour terminer, une dame m'écrit sur WhatsApp. Pendant qu'on était en réunion avec la ministre du genre, en train de lancer le deuxième rapport sur le protocole de Maputo, et m'envoie un texto. Bon, j'ai dit, je vais lire après, un WhatsApp. Je vais lire après que je libère la ministre. Dès que son excellence est partie, je me suis dit, je regarde le message. J'ouvre, je regarde. C'est quelqu'un qui m'écrit, il me dit, non, bonjour, je m'appelle tel. Est-ce que je voudrais savoir le protocole de Maputo là, c'est comment? J'ai besoin de services. Comme ça. J'ai dit, ok. Je passe parfois à la télévision. Je parle parfois dans les réseaux sociaux, dans les conférences. Mais avoir mon numéro privé, m'écrire sur WhatsApp, ça ne peut pas être comme ça, aussi gratuit comme ça. Quelqu'un d'un certain niveau lui a donné mon numéro. Ça peut être qui? Alors j'ai dit juste à la dame, je dis non, de toutes les manières, moi, je ne parle pas directement, moi je suis médecin, je connais comment on fait des avortements, mais je ne le fais pas depuis des années. Parce que je travaille au bureau, je ne travaille pas dans un hôpital. C'est disons les hôpitaux de l'État qui ont aussi d'avortement. Ils passent partout dans le monde, nous n'avons jamais d'hôpitaux, nous n'avons pas de clinique. Toutes nos ressources, c'est pour les hôpitaux de l'État. Je lui ai dit, donc c'est dans les hôpitaux de l'État qu'il faut aller voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon collègue qui travaille avec les hôpitaux, il va te référer auprès de quelqu'un, d'un des hôpitaux qu'on soutient à Kinshasa. Tu habites où? Elle m'a dit. Je dis ok, là-bas. Et puis il a fait rapport à la personne. Il lui dit non, le docteur que tu as dit, moi j'avais confiance en lui, on m'avait expliqué et tout. Alors maintenant lui il m'envoie chez quelqu'un d'autre et puis l'autre là va m'envoyer chez quelqu'un d'autre. Alors je n'ai plus confiance, je préfère utiliser ce que ma copine m'a suggéré. Le monsieur il dit non, tu risques d'aller mourir là-bas. C'est qui est sûr, c'est vous le docteur là. Il lui dit alors toi appelle-le. Le monsieur dit non, je ne vais pas l'appeler, je t'ai dit. Il dit oh, tu ne veux pas l'appeler? Ok, je vais chez l'autre là-bas. Là c'est après, parce qu'après quand il m'a appelé, après j'ai appelé la dame pour la rassurer. Et pendant qu'on parlait avec la dame, c'est comme ça qu'il me dit ah, il t'a appelé? Je lui ai demandé de t'appeler, il refusait. Et puis quand le monsieur m'a appelé, il sait qu'on s'est déjà rencontré dans un atelier comme celui-ci. Il a dit, non, ces histoires-là, vous voyez, vous venez, vous avez des idées derrière et tout ça. Et puis après, il m'appelle, il dit, bon, docteur, tu vois, c'est comment ça évolue la vulgarisation du protocole de Maputo? Bon, il m'a dit que c'était sa cousine. J'ai cru. Je ne peux pas aller demander à sa femme si c'est sa cousine ou pas. Surtout pas. Donc c'est juste pour dire que parfois quand on est confronté à la situation, on réalise combien c'est important. On n'a aucune idée derrière. La seule chose, et moi j'aime le dire, c'est ma conclusion, c'est que en réalité des faits, nous sommes juste deux groupes. Avec un troisième des indépendants. Vous savez, des gens qui sont ni chaud ni froid. Ceux qui disent qu'ils sont contre l'avortement sécurisé, la chose qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont pour l'avortement clandestin. C'est ça en fait, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est scientifique et c'est démontrable. Vous ne montrez pas le chemin de l'avortement sécurisé, elles vont aller faire le clandestin, avec toutes les conséquences qu'il y a.
Et moi, je me dis, je ne veux pas être parmi ceux qui poussent les filles et les femmes à aller faire des avortements clandestins. Je suis pour que si la femme a décidé qu'elle est à l'hôpital, qu'elle parle au moins à un médecin, à une sage-femme, que celui-là lui donne des conseils et lui montre ce qu'il faut faire, comme le prof a expliqué ici, qu'elle choisisse. Comme ça, en 2 heures, elle rentre à la maison, elle reprend ses activités, elle reprend l'école. Son commerce ou ses voyages ou je ne sais pas moi quoi. La laisser sans choix, c'est la renvoyer tout droit vers l'enfer. Et ça, c'est ça la réalité. Maintenant, c'est à nous, parce qu'on a parlé des défis personnels. On se bat avec ça, y compris nous. Parce qu'on a été éduqués tous dans le même environnement. On a fréquenté peut-être beaucoup, peut-être ici, on était aussi à l'Unikin comme moi. On a fréquenté peut-être le même, vous êtes passé avant nous, nous on est passé après. Mais vos parents étaient peut-être les amis de nos grands-parents ou peut-être les amis de nos parents. Donc c'est la même culture, la même façon. On a tous été éduqués de la même manière. Et on a tous fait face à ça. Moi, j'ai eu les mêmes problèmes dans ma famille. Ça n'était pas facile, en commençant par ma propre femme. Elle n'a jamais été d'accord avec ça. Et un jour, j'ai perdu ma propre belle-sœur. Ce qui m'a énervé dans tout ça, c'est que je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. C'est quand ça bat, comme toujours, quand tu es docteur dans une famille, tu es médecin pour tout le monde. On t'appelle docteur, ça ne va pas, et tout ça, ainsi de suite. J'ai dit, c'est où? Je prends mon téléphone, j'appelle le médecin directeur. Il dit, docteur, c'est le docteur. J'ai dit, oui, c'est la femme de mon frère et tout ça. Il dit, c'est vrai? Il dit, c'est vrai? J'ai dit, oui, tu es sûr? J'ai dit, docteur, oui, mon propre frère. Regarde le nom, son nom et tout. Il dit, ah, oui, mais c'est la vérité. Il dit, attends, je m'éloigne et puis on va causer. Il commence à m'expliquer. Et le problème, c'est que mon frère non plus ne savait pas. Ah ah. Il ne savait pas. Et la dame est partie. Elle a laissé des enfants. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont décédés, qui ont laissé 2 enfants. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'utilisent pas. On n'a que 18%, à peine 23% à Kinshasa, qui utilisent les méthodes contraceptives. Plus de 60% de femmes qui ne veulent pas avoir des enfants n'utilisent aucune méthode de contraception. Elles ne veulent pas d'enfants, mais ils n'utilisent pas non plus une méthode contraceptive. Soit parce qu'elle n'a pas d'information, soit parce qu'on lui a dit à l'église que c'est des choses de blanc, c'est mauvais, ça tue, ça donne des cancers, ça donne des essais. Tout ce qu'on rencontre là. À la suite, beaucoup, 3 mois après, tous on sait, du moins si, quand une femme accouche, 3 mois après, elle reprend un prof gynécologue. Elle reprend la beauté. Et c'est pendant généralement cette période-là que les femmes courent le risque de tomber enceintes. Et quand une femme tombe enceinte, 2 mois, 3 mois après l'accouchement, c'est toujours, je ne veux pas être enceinte et puis avoir un bébé. La honte d'abord. Elle tente toujours d'obtenir des avortements. Et parfois, elle meurt pendant cette période. Elle laisse le bébé et elle laisse d'autres enfants. Doit-on continuer comme ça? Non. On ne peut pas. Donc, c'est quand cette belle-sœur est décédée que tout le monde, comme elle dit, bon, ceux qui ne pouvaient pas dire ouvertement que non, je comprends ce que tu fais, ils se sont juste tus, mais les autres ont commencé à soutenir. Ce que je fais. Parce qu'ils réalisent maintenant que peut-être que si mes sensibilisations étaient arrivées jusque là où elle était, comme elle ne vivait pas à Kinshasa, elle n'allait peut-être pas mourir. On allait l'envoyer au bon endroit, elle aurait dû prendre de soins, ainsi de suite. Donc c'est autant de défis auxquels nous faisons face, mais progressivement, lorsqu'on regarde la réalité en face, on se dit, c'est là où on parle de la responsabilité professionnelle et les valeurs personnelles. Je suis chrétien, j'étais dans une église, je suis dans une église, j'étais responsable de la jeunesse et tout. Mais au-delà de toutes ces responsabilités, la réalité reste la réalité. On peut monter, descendre, on ne va pas la changer par une simple prière. Il faut éduquer les gens, il faut amener les gens à pouvoir changer. Ceux qui ne peuvent pas changer, parce qu'il y en aura toujours. Il faut les traiter. Et nous, en médecine, nous avons appris à traiter les gens. Donc, on ne peut pas nous interdire de pouvoir le faire. Et donc, c'est
autant de défis qu'il faut, auxquels nous faisons face, de la stigmatisation, du rejet, des amis, des collègues. J'ai un ami qui m'appelle et je me dit, je t'ai vu parler à la télé, apparemment, tout ce que toi tu as trouvé comme travail à faire, c'est de faire avorter les femmes. J'étais là, j'ai dit, oui. Bon, je sais que c'était, pour les gens qui me connaissaient à l'université, j'étais très actif dans les mouvements chrétiens et tout ça, ils disent, non, il a quitté, il est maintenant au occultiste et tout. J'ai dit, Dieu au ciel, il sait que je n'ai rien de tout ça. J'essaie juste de comprendre la réalité et de faire le travail pour lequel je suis allé à l'université. Pour moi, au début, je me battais avec son genre de valeurs, mais après, chaque fois qu'une femme a reçu les soins sécurisés et qu'elle a repris ses activités, pour moi, c'est une personne qui a été sauvée. Parce qu'elle courait 100% de chance d'aller mourir en se retrouvant entre les mains des clandestins et des mauvaises personnes. Docteur, en une phrase, oui, j'ai un commentaire parce que ça touche un peu moi, ce que c'est quoi je milite. C'est qu'au fait, c'est que nous essayons aussi de persuader les autorités, les leaders et surtout les hommes de notre pays. Il ne faudrait pas que la peur de l'homosexualité puisse venir créer un obstacle pour que les femmes jouissent de leurs droits. Parce que c'est l'exemple que le docteur a dit, il y a des pays qui ont accepté l'homosexualité, mais qui n'acceptent pas du tout l'avortement. Maintenant, ici, nous parlons de droit d'une femme à choisir, à décider sur son corps, et surtout que ces droits lui ont déjà été garantis par la ratification des traités, des protocoles, par la Constitution. De plus en plus, nous sommes en train de supplier ceux qui peuvent comprendre que cette crainte-là ne constitue pas finalement un blocage pour la jouissance de nos droits en tant que femmes. Ok. Alors, la dernière, il reste 10 minutes pour finir cette partie. Je voudrais demander au public s'il y a quelqu'un qui pense que, avec la lutte qu'ils sont en train de faire, avec cet atelier, vous avez compris de quelle façon vous pouvez aussi aider à ce que cette lutte-là continue maintenant dans votre corps. Je ne sais pas si quelqu'un a un témoignage personnel à faire ou... Oui. Un commentaire. Oui. Je voulais enrichir le débat et apaiser Mme Annie, puisqu'hier elle a soulevé ça, l'inquiétude sur le comportement de certains juristes, leur position. Il y a des juristes qui soutiennent qu'on ne doit pas commencer à appliquer l'avortement de sécurité puisque le code pénal n'est pas encore modifié. Expliquer ça. C'est différent avec la peine de mort. Malheureusement, on n'a pas développé ce sujet. Pour le protocole de Maputo, nous l'avons ratifié et immédiatement il s'applique en droit interne. Il n'y a pas besoin d'une loi de mise en application, de mise en œuvre. Mais pour la peine de mort, la RDC n'a jamais ratifié le protocole additionnel au protocole de la droit civil et politique, 1966. Voilà pourquoi le juge continue à mettre dans le jugement, en attendant que le gouvernement prenne position. C'est différent. Ouais. Donc, le code pénal, il y a encore la peine de mort. Le juge continue à mettre dans le jugement, même si on ne critique pas. Mais c'est différent avec le protocole de Maputo. En attendant la révision de la modification du code pénal, on doit réaliser les avortements, puisque l'instrument est déjà domestiqué en droit interne. C'est ça. Donc, les juristes continuent à dire que non, comme le code pénal n'est pas encore modifié, il ne faut pas encore réaliser l'avortement, c'est différent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole en premier au pays. Je ne sais pas si vous avez un ajout à faire ou un petit commentaire à faire par rapport à ce panel. Parce que nous avons fait ce panel pour que vous compreniez que même eux qui sont dans cette lutte, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles et je voudrais quand même que vous puissiez faire cette discussion pour savoir ce que vous pouvez aussi nous apporter par rapport à cette lutte que nous sommes en train de faire. Témoignage. Oui. Moi, mon témoignage, c'est que depuis que j'ai commencé à travailler sur le problème des avortements, d'abord avant le protocole de Maputo et puis le protocole est venu, dans ma profession, je ne suis pas cru par beaucoup de magistrats. C'est ça le problème. Et j'ai compris que c'est la sous-information. C'est la sous-information.
Et lorsque j'ai commencé à travailler avec IPAS, on a formé beaucoup de magistrats à travers le pays, et après chaque atelier, en tout cas, les gens ont compris que ce n'était pas vraiment une histoire d'intérêt, parce qu'il y a d'autres qui disent non, quand tu voyages beaucoup, tu as besoin de l'argent, on te prend. Non, il y a chacun donne son argument. Donc, je n'ai pas compris au départ, comme j'ai émergé, maîtriser la matière, apprendre à mes collègues magistrats. Et aujourd'hui, je suis satisfait puisqu'avec IPAS, j'ai sillonné le pays, j'ai regardé le protocole de Maputo ensemble avec les différentes méthodologies. Et beaucoup de magistrats ont compris que ce n'est pas une histoire des Européens, des 50 des droits. Donc, l'instrument a créé un nouveau droit de la c'est un droit humain. Ce sont les instruments qui créent des droits. Alors, ce droit, il ne faut pas l'utiliser à la part. Voilà un témoignage des difficultés que j'ai trouvées au début de mon engagement. Et aujourd'hui, avec la campagne de légalisation, ça a atténué un peu cette résistance des magistrats. Et peut-être juste pour rappeler aux conseillers, nous étions avec lui sur un panel d'ailleurs à Goma, oui, avec le gouvernement militaire qui est là et avec d'autres. Il y a une question qui a été soulevée effectivement sur base de cette question de ça vient des Occidentaux et des choses comme ça, ainsi de suite. Et il y a une dame qui a expliqué que quand ils font des avortements là-bas, ils n'utilisent rien d'occidentaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas les médicaments que vous avez vus là-bas, il n'y a pas la seringue que vous avez vue là-bas. Ils utilisent des plantes. Alors maintenant, la question qu'on s'est dit, mais vous utilisez des plantes? Dit oui, des plantes. Et depuis les grands-parents, tout le monde sait que ces plantes-là, on donne et tout ça. On dit, mais qui vous a montré ces plantes-là? Est-ce que c'est un blanc qui est venu des États-Unis, de la France? Qui vous a montré ces plantes? Comment ça s'est transmis de génération en génération? C'est tout ça, en fait, le problème. Et c'est comme ça que Mme Annie a parlé de l'hypocrisie. Ça veut dire qu'on sait tous qu'il y a un problème, mais on essaye de faire semblant. Quand ça te touche, tu pleures en catimini, tu te tais. Et puis quand ça touche l'autre, il pleure à son niveau, il se tait. Maintenant, pour les spécialistes de santé publique, parce que la santé publique, c'est la santé de la communauté. Ce n'est pas la santé de l'individu. Quand vous êtes gynécologue, il vous reçoit individuellement. Moi, je ne vous reçois pas individuellement. Moi, je vous reçois comme une communauté. C'est ça la différence. Moi, je regarde à la communauté. Il y avait combien de femmes ici? 10 000. Il reste combien? 9 000. Les 1000 sont allés où? 3 sont mortes après l'accouchement. 2 sont mortes après l'avortement. 4 sont mortes après ceci. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que, si elles sont 10 000, qu'elles ne reviennent plus à 9 000? Et on commence les actions. Sensibilisation, ceci, ainsi de suite. Donc, c'est des questions très importantes que parfois, on se refuse de pouvoir discuter. Quelqu'un m'a dit, parfois, on refuse de réfléchir sur certains dossiers parce qu'on est déjà submergé par beaucoup de problèmes. Déjà, la plupart, même quand il est dans la voiture, ouais, même les gens là dans la voiture, mais bien, il cogne celui qui est devant. Il est dans sa propre voiture, mais il est dépassé. Il vient, il vous cogne, il dit, quoi, je vous ai cogné. Oh, oui, s'il est gentil, il dit désolé. S'il n'est pas gentil, il dit, ah. Donc, c'est pour dire qu'on est tellement dépassé par d'autres problèmes qu'on ne trouve pas de chambrettes dans notre cerveau pour ajouter d'autres choses. Mais c'est important, surtout pour nous, médecins, pour vous, aux magistrats, d'engager ce débat, d'en discuter et de voir quelles sont les options qui s'offrent comme des solutions. Continuons parce que le petit peuple évite des questions qu'ils ne comprennent pas. Mais nous avons les capacités scientifiques de faire des recherches, d'évaluer, de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Pourquoi nous avons peur que l'avortement apporte l'homosexualité? Pourtant, on peut juste taper avortement, homosexualité, et vous pouvez même des études sur Internet qui vous disent si ça a augmenté, si ça a diminué. Pourquoi on a peur que toutes les femmes avortent si on légalise l'avortement sans toutefois demander? L'OMS a beaucoup de données là-dessus pour montrer que le nombre d'avortements a toujours diminué dans les pays où l'avortement est autorisé. Toujours. Parce que le prof vous a donné comment on appelle ça, voilà. Et vous a donné la raison. Quand une femme vient à l'hôpital, il voit le médecin qui a été formé par le ministère de la Santé,
à la fin, il lui parle de la contraception. Même s'il ne prend pas une méthode contraceptive, mais il lui en parle, il lui montre. Parfois, elle ne prend pas le premier jour, elle vient prendre le deuxième jour et vient prendre dans une autre clinique. Mais du moins, elle sait, elle ne reviendra pas avec une autre grossesse. Mais s'il va chez le Dr John, il enlève. C'est qui Dr John? Ah. Le Terminator. Il enlève, après elle revient, on enlève, après elle revient, on enlève. Et le nombre d'avortements est toujours augmenté. Et le coût de santé qui est lié à ça est toujours élevé. Ouais. Et tout ça, on n'en parle pas. Et c'est ça le problème pour lequel il faut recadrer les choses, arrêter cette hémorragie et trouver un autre moyen de pouvoir adresser la situation. Oui, on est de taille à la fin, mais je peux donner juste à la parole. Oui. Hier, je vous ai dit qu'on avait des préjugés. Oui. Donc, nous, juristes, la première fois que nous sommes partis à la réunion, la rencontre AJM, système et MFA. Oui. Donc, avec ma présidente, la présidente de l'association, Ramon Moula. Donc, on a pris à la partie le représentant parce qu'il était dans le lycée. C'était qui? Donc, nous demandons à nous, on est non seulement juristes, on est chrétiens. Oui. Nous aussi, avec Ramon Moula, nous, on va les sensibiliser sur le ventre. Comment ça va se faire? Comment ça peut se faire? Mais au sortir, et puis il y a eu. Moi, j'ai participé à un atelier, je m'ai envoyé à Kalama. Le regard a changé. Parce que j'ai suivi, j'ai compris. Et là, vraiment, dans cet atelier ici, donc, je suis éclairé. Donc, plus de préjugés, on a compris. Moi, je pense qu'au sortir d'ici, ce qu'il y a à faire, c'est le cas de tous les magistrats. Nous sommes des juristes, nous avions le code, on ignorait la loi de Maputo. De nom, on entendait parler de Maputo, mais le contenu, on ne connaissait pas. On lit par nous, nous lisons quand il y a des infractions, ce qui nous intéresse. Donc, on ne connaissait pas le protocole. Ce qu'il y a à faire, c'est sensibiliser. Moi, je me dis déjà, j'avais dit même à Madame Annie qu'il faut que je fasse une restitution. Je lui avais dit à l'époque que je dois restituer pour leur donner ce que moi j'ai appris, de aussi les autres. Je pense que c'est ce qu'on doit faire. On a fait mal, les femmes magistrats, des gens qui viennent d'arriver, ils sont au parquet, ils instruisent des cas, ils reçoivent des cas, nous sommes à l'appel. Et c'est eux qui sont malheureusement acteurs, ils doivent être sensibilisés. Je ne sais pas, oui. Merci pour la parole. La question dans la région. Je pense que désormais, après avoir appris qu'il y a tout cet accord, je peux m'engager moi-même d'accord à recourir désormais à cette gens qui ont n'est pas dire ma date. Depuis les deux, je me suis rendu compte du degré d'ignorance qu'il y a dans le corps, à tous les niveaux. Et je m'engage vraiment, pas que j'aimerais l'occasion, pour aider à avoir du style. C'est bien. Merci beaucoup. Oui, Maman Keta. Moi, personnellement, je voulais d'abord remercier parce que c'est lui qui a permis à ce que nous appréhender tout d'abord cette extraction-là. Parce que nous sommes poussés de connaître au moins ce qui se passe à part les éléments que nous avons, l'élément moral que nous mettons toujours là. Il y a autre chose. Et nous venons d'apprendre. Ce qui m'a beaucoup touché, c'était le fait que tu nous as dit que c'était pour apprendre à nous mettre à la place. Ça m'a beaucoup touché. Et ce qui est là pour heureusement, en distribuant les dossiers dans notre mission, les trois dossiers que la présidente de la Chambre m'a donné sont des choses. Ok. Oui. Donc, il y a eu des obligations dans ce dossier-là que je trouve que nous serons dans l'obligation de rentrer encore dans notre
récupérer. Voilà. C'est une bonne chose, ça. Parce qu'il y a des ADD que nous devons mettre avec tout ce que nous venons d'apprendre des conseillers de citadins. Et je viens de voir qu'on ne peut pas faire l'ADD, on doit aller alors merci beaucoup que vous avez fait tout le logement. On était vraiment très gâtés, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est très important. Lorsque nous sommes venus ici, notre chef direct a eu l'information parce que le mouvement aussi nous a eu à ça. Lorsque l'a informé l'avait souhaité qu'elle-même soit là. Et que comme ce n'est plus Une restitution, oui. On va faire une session à Kinshasa. Je ne voudrais pas, avant de donner la parole à Yachi, je voudrais quand même que Mme Chao parle. Parce qu'elle était parmi les observateurs. Est-ce que nous pouvons la voir? S'il vous plaît, docteur, je peux la voir. Nuancé sur conviction personnelle et la responsabilité. Voilà. Donc si je dois parler, ça doit être sur D'accord. je ne pense pas avoir une plaie. Alors, il est vrai que on a relevé les dispositions légales, constitution, le caractère moniste de notre système. Mais à mon humble avis, cette sensibilisation doit aller dans le sens d'intégrer dans notre vie. Ça mettrait tout le monde à l'aise. C'est vrai qu'ici, nous sommes un petit groupe. Il est vrai qu'il y a des hauts magistrats ici, des hauts magistrats ici. Mais dans l'application effective, c'est là qu'il y a le problème. Et lorsque l'article 150 de la Constitution dit que, dans son deuxième alinéa, que le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, ce sont des choses qui vont revenir. On peut parler des traités, on peut parler de protocole, ratification, application au journal officiel, mais tant que cet élément n'aura pas été changé, on reviendra sur des leviers parfois tardivement constatés, et qui auront quand même marché sur les voies telles que les contrôles. Voilà. En tout cas, merci beaucoup parce qu'effectivement, je pense que ça a déjà été fait. Hein? C'est-à-dire que le travail a déjà été fait pour que ça soit changé. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui va permettre d'avancer de plusieurs mètres dans la bataille. Hein? Alors, je pense que je vais donner la parole en dernière position peut-être à Conseil Cameroun. Pour remettre les travaux, c'est possible? Oui, si on peut avoir votre avis aussi. Sincèrement parlant, je dois dire quand même, j'avais toujours entendu parler. Oui. Vraiment, je ne connaissais absolument rien sur son compte. Et quand nous venons de passer ensemble ici, 3 jours par an, m'a permis de comprendre ce qui se passe. La difficulté, c'est que c'est non ma conviction personnelle. Je l'ai dit, il fallait envisager les choses. Parce que personnellement, je l'ai dit, supprimer la vie, supprimer les produits de la conception, moi je trouve que c'est contraire vraiment à la pensée. Étant donné que la vie de quelqu'un est sacrée. C'est pourquoi je pensais que plutôt de recourir à l'avortement sécurisé, vous pouvez conjuguer les efforts autrement.
comme ailleurs pour voir comment protéger le fœtus et la mère. En créant par exemple un cadre propice pour essayer un peu de sauver les deux. toutes ces situations. Parce que je me dis, que ça soit clandestin, que ça soit sécurisé, moi je trouve qu'une atteinte à la vie sacrée de quelqu'un. Voilà un peu. Merci. Merci beaucoup pour cette contribution. On peut alors finir par le conclure. Peut-être juste un petit mot par rapport à ce que... Je pense que c'est un point de vue qui est souvent partagé. Je vais vous donner un exemple pratique. Je suis allé à Bukavu. J'arrive 2022, je pense. 23 21. On arrive à Bukavu en 2021. Je commence par Goma, je trouve c'est Sofepadi. Oui. Chez qui on amène une jeune fille, 13 ans, violée. Et dont celui qui l'avait violée, c'est son propre père, il a fui. Il n'y avait pas de problème de grossesse. D'abord, parce qu'on venait encore de l'amener et tout, il fallait qu'on fasse les examens pour savoir de quoi il s'agissait. Je parle avec les collègues de Sofepadi. Ils restent s'occuper de... C'est le travail qu'ils font beaucoup là-bas. J'ai dit, OK, à mon retour, je passerai par votre bureau pour savoir un peu comment ça évolue. Je fonce sur Bukavu. Je rencontre un autre partenaire. Sofedi. Et ils sont des coalitions 14. Dès que j'arrive, il me dit, ah, docteur, c'est bien tombé. Il y a une fille ici, elle a 14 ans. Elle a été violée et elle est enceinte. Les gens se sont réunis, ils ont dit non. Ils ont appris qu'à cause du protocole de Maputo, on allait faire avorter la petite fille. Alors ils l'ont enlevée, presque. Ils l'ont caché quelque part et finalement ils l'ont amenée. Je ne vais pas citer les noms de personnes ici, donc ils l'ont amenée quelque part, bref. Alors j'ai dit, OK, je veux savoir où est-ce qu'on a amené la fille et qu'est-ce qui va se passer après. J'ai suivi le circuit, discuté avec l'équipe, les gens locaux. Je rencontrais le président à l'époque de l'Assemblée provinciale qui était un pasteur. Je rencontrais les députés provinciaux, j'ai rencontré le ministre de la Santé, j'ai rencontré la ministre provinciale du genre, ou comment on les appelle, administrateurs ou quoi? Les commissaires. Commissaires. Je suis parti le samedi et mon collègue Mike a rencontré le gouverneur le lundi pour discuter de cette question parce qu'on l'avait fait remonter jusqu'au niveau du ministre de l'Intérieur. Parce que ça impliquait un peu aussi les services qui avaient pris la fille. Qu'est-ce qu'on a découvert après? Le monsieur qui avait violé, une histoire vraie, qui avait violé sa fille était lui-même diacre. Il a fui. Et on l'aurait rattrapé après, mis en prison, quelque chose comme ça. Mais du moins, sa propre fille. Sa femme fait le commerce, je crois que c'est entre le Rwanda et la RDC ou entre le Rwanda et le Burundi. Bref, le commerce là, transfrontalier où ils vont vendre les choses là-bas, ils dorment ici, ils font là-bas. Et lui, il est resté violer sa propre fille. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le plan qu'ils avaient pour la fille? Ils ont dit qu'ils avaient les safe houses. C'est des maisons... Non, c'est pas des maisons closes. Des refuges. Des refuges. Voilà, ils s'appellent ça safe house. C'est des refuges. C'est un peu comme ça à quoi vous pensez. Ça veut dire qu'on construit des refuges où quand une fille a été violée ou quelque chose comme ça et qu'elle est enceinte, on l'amène là-bas. L'enfant. Parce que c'est 14 ans, c'est un enfant qui portait notre enfant. On l'amène là-bas. Maintenant, il y a des mamans volontaires ou pour les encadrer et les nourrir. Jusqu'à ce qu'elles vont accoucher. Quand elles accouchent, parce qu'il y a d'autres qui sont en train de venir. Quand elles accouchent, on leur donne un peu quelque chose pour qu'elles aillent se débrouiller pour prendre en charge leur enfant. Vous êtes magistrat, au magistrat. Vous demandez à une fille qui a 14 ans d'accoucher et puis vous lui donnez l'argent.
50 000 francs ou 100 000 francs pour qu'elle aille vendre les braises ou les arachides pour prendre en charge son enfant. Le bébé qu'elle a, elle-même, c'est un enfant. Déjà, faire travailler un enfant, c'est une infraction, non? Maintenant, bon, on dirait que si elle a accouché, elle n'est plus un enfant, c'est ça? Non, là, je l'ai même. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on fait comme ça, on lui donne. Et puis, elle va aller se débrouiller. Parce qu'on ne peut pas, dans cette maison de refuge, on ne peut pas recevoir quelqu'un pour plus d'1 an. Le temps est limité. Le temps est limité. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, c'est des petites chambres, tu dois partir pour que quelqu'un d'autre puisse entrer. Et quand ces filles-là partent, ils n'ont plus de lien avec l'endroit là. Elles commencent à se débrouiller. Aujourd'hui, elle dort sur la route, aujourd'hui, elle dort là-bas. Plus prise en charge. Le second risque maintenant, c'est qu'elle va se faire violer cette fois-là par quelqu'un d'autre, lui par son père. Et elle va tomber encore enceinte et ça va continuer, ça devient un cycle. Cette fille était à l'école. Celle de Goma était à l'école, celle de Bukavu était à l'école. Et c'est la même situation dans beaucoup de nos villes. La question pour moi, en tant que spécialiste en gestion de projets, c'est que lorsqu'on sort une idée, comme par exemple le chef de l'État dit maternité gratuite, moi j'ai réfléchi déjà au-delà de ça sur la faisabilité. Nous avons 26 provinces, nous avons 100 millions d'habitants et nous avons 51% ou plus, ce sont des femmes. On a minimum 30 millions ou 40 millions de femmes en âge de procréer. Comment on applique ça? Avec quel budget? Qui va financer ça? Voilà. Alors, c'est en fait tout ça, on se dit, il faut être réaliste. Parce que quand on fait les objectifs d'un projet, on dit il faut être spécifique, smart, et s'assurer que c'est réalisable. Si une idée que vous avez, qu'elle soit fondée sur vos valeurs, qu'elle soit fondée sur la religion, qu'elle soit fondée sur la loi, qu'elle soit fondée sur le bien, si ce n'est pas réalisable, ça ne sert à rien. Ça reste de bonnes intentions. C'est ça la difficulté que l'on a. On n'a pas dit qu'il faut... C'est ça qu'elle a dit. On ne fait pas de la publicité de l'avortement. C'est pas ça. Je ne sais pas, on a des femmes ici et il y en a qui sont des hauts magistrats ici. C'est que, par exemple, ce que vous pouvez ressentir en tant que femme, face à l'avortement, toutes les femmes qui ont fait l'avortement l'ont ressenti. Ce n'est pas de bonne foi comme ça qu'elle se lève, elle part et puis on lui enlève. Non. Elle lutte. Parfois, il y en a qui viennent, elle fait le counseling, elle dit, je rentre d'abord, donc je vais réfléchir. Et puis elle revient. D'autres même, elles partent. Elle revient 5-6 mois après, on lui dit, non, ce n'est plus possible. Parce qu'il y a des délais pour le faire. Là, ce sera déjà un accouchement. Ce n'est pas possible. Et c'est là où c'est ce qui aboutit aux infanticides. Vous vous imaginez qu'une femme qui a fait 9 mois avec un enfant, il le met au monde et puis il vient le jeter à la poubelle et puis il s'en va. C'est parce qu'on ne réfléchit, on se dit, mais ce n'est pas vrai. Essayons de nous mettre à leur place. Vous allez voir que elles ont chacune une raison pour laquelle elles font ça. C'est ce que je dis, toutes les réflexions, c'est pour ça même qu'on en parle. C'est pour ça même qu'on veut qu'on puisse en discuter. On n'est pas en train de transphaser quelque chose qui se passe aux États-Unis ou au Kenya ou en Afrique du Sud à ici. En Afrique du Sud, l'avortement est autorisé, tu étais là-bas. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que vous trouvez que les femmes, j'étais dans un hôpital en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps, il y a autant de femmes qui viennent pour accoucher. Oui. Vous pouvez même trouver ça sur Internet. Demandez le taux d'accouchement en Afrique du Sud où l'avortement est autorisé et de combien. Vous allez voir. Demandez en Tunisie où l'avortement est autorisé, le taux d'accouchement est de combien. Donc ça n'a rien à voir. On a peur de quelque chose qu'on n'a même pas essayé. Maintenant, la question de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Je peux vous garantir d'une chose. Moi en tant que médecin, vous en tant que haut magistrat, il vous est arrivé déjà une fois de faire quelque chose dont vous êtes sûr que c'est mauvais, mais vous vous rendez compte que c'est la seule chose que vous pouvez faire en ce moment-là.
C'est ça. Tout le monde l'a déjà fait. C'est même pour ça que Dieu a fait en sorte qu'il y ait possibilité de demander pardon. Tout le monde s'est déjà trouvé devant une situation où tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu te dis, même comment on appelle ça? Même le procès là, comment on appelle ça? Le jugement. Vous dites, c'est pas bon, mais c'est la seule façon pour vous de clore ce dossier-là. Oui, de gérer le problème, vous dites, allons-y. Donc c'est la même chose. Alors, ne pas intégrer cet aspect-là dans la vie de chaque jour et dans le vécu des femmes, il ne nous aide pas du tout. Ne vous en faites pas. Les filles bien éduquées, il y en aura toujours. Les filles vierges, il y en aura toujours jusqu'à 30 ans, jusqu'à 40 ans. Le Programme national de santé de la reproduction, le PNSA, a présenté les données une fois des adolescents en disant que à 21 ans, si je me trompe pas, 22 ans, 99% des filles congolaises ont perdu leur virginité. Une jeune dame a dit non, moi j'ai 35 ans, je suis vierge. On lui a dit mais on a combien de jeunes filles? On en a 20 millions. Si toi et l'autre et l'autre et l'autre, vous êtes 2000 ou 10 000, quand on met sur 2 millions, vous êtes de 1%. Mais exactement. Et maintenant, le travail que nous devons faire en tant que famille, église, c'est de renforcer pour que le 1% là-bas devienne 20, 30, 40%. C'est ça. Je pense, en tout cas, merci beaucoup, docteur Jean-Claude. Avant que je Ok, merci. J'ai retenu quelque chose de la part de docteur Jean-Claude. Il a fait ressortir un aspect. Quand on n'accorde pas ce droit-là d'avorter à une fille, de toutes les façons, elle va maintenant de maisons non appropriées. Oui. Et souvent, elles en meurent. Oui. Accordons-leur la chance de survivre. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ces enquêtes-là, je conseillerais à y passer. Essayez de mener des enquêtes pour savoir le pourcentage de ces femmes qui ont demandé l'avortement, à qui on avait refusé l'avortement et qui sont allés se faire avorter et qui sont morts. Ça existe. Ça existe. Ça existe. C'est même pas nous. Ça existe. L'université de Kinshasa en a. Il y en a. Oui, c'est même sur Internet, mais comme on... Même si j'ai présenté. Oui. C'est tout des good matchers. Voilà, exactement. Oui, c'est de 2016. Alors, oui. Ces chiffres-là sont diseurs pour convaincre les gens, les pessimistes. Non. Je voudrais corriger quelque chose. Vous n'avez pas compris. C'est par rapport à lui. Par rapport à ses convictions personnelles. Il n'est pas pessimiste. Mais il a dit depuis hier qu'il ne peut jamais interpréter ça, c'est ça. Il a traversé la ligne. Il avait traversé la ligne en disant qu'il est totalement d'accord pour qu'il y ait des services disponibles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est pas il ne faut pas comprendre. C'est le même si elle a dit je traverse pour aider les autres. C'est comme ça. Oui. C'est comme ça. Là ont toujours existé. Vous avez avancé à la préparation. Oui. On va inviter ceux qui sont à Kinshasa ici. On va les inviter à la restitution. Après Mazalema, il y avait une maison. J'ai un ami à moi, étudiant en médecine. On était avec lui dans une même chambre. Il a engrossé une étudiante. On est allé la loger là-bas jusqu'à son accouchement. Et après l'accouchement, on a dû récupérer la femme et l'enfant. Donc ce service existe, mais souvent, il n'y a pas de pérennité. Après, ça disparaît. Et non, mais, il continue à souffrir. Non, mais le problème, ce n'est même pas la question de pérennité. La question, c'est le bien de cette femme-là. Attendez. L'épanouissement. Moi, j'ai étudié avec des filles
qui étaient ambitieuses. D'autres sont des médecins aujourd'hui responsables. D'autres occupent des fonctions politiques. D'autres sont dans les organisations internationales. Ces femmes avaient une vision pour leur vie. Elles ont terminé comme moi en médecine. Elles sont allées faire l'école de santé publique. D'autres ont fait des MBA. D'autres ont fait d'autres études. D'autres même sont professeurs d'université. Mais attendez. Maintenant, vous voulez demander à cette jeune fille-là de pouvoir tout abandonner pour qu'elle puisse commencer à vendre la braise. Quelle est la probabilité? Parce que nous, on réfléchit en termes de chiffres. Ce n'est pas des intentions, non. C'est les statistiques. Et tant que l'Africain ne se sera pas donné aux statistiques, je vous donne un exemple. Aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de controverses sur l'avortement. Mais aux États-Unis, la plupart des femmes sont éduquées. Elles peuvent commander les pilules contraceptives par Internet. On vient avec ça dans l'enveloppe, on dépose chez elle, elle va sur Internet et regarde comment on fait et tout elle fait. C'est pour ça que les personnes les plus défavorisées, ce sont des gens de couleur qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas étudié, qui en fait vivent aux États-Unis, sont américains, mais ils sont un peu comme nous. C'est ça en fait la différence. Maintenant, dans le contexte de nous, chez nous ici, c'est un contexte tout à fait difficile et complexe. Vous ne pouvez pas. Quelle est la probabilité qu'une jeune fille tombe enceinte, accouche un bébé, retourne à l'école et fasse son cursus normal? Déjà, elles sont chassées de l'école parce qu'elles sont tombées enceintes. Même de la famille. Même de la famille, même de l'église. Oui. J'ai vu même un diacre qui a été, comment on dit, limogé parce que sa fille est tombée. Ma fille tombe enceinte, vous m'excommuniez de l'église. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai mal à éduquer ma fille, je ne peux pas éduquer la communauté. J'ai dit, oh, mais quel est le lien? Est-ce que c'est sûr? On peut le démontrer. Peut-être juste un commentaire, maître. Quand nous insistons, ou on revient sur le thème évidence, ça nous a beaucoup aidé dans l'historique, au fait, pour comment on dit, l'évolution des respects des droits des femmes. Les systèmes patriarcaux ne croient que lorsqu'ils voient des preuves. Donc, si on était venu sans statistiques, même d'ailleurs en RDC, la publication du protocole de Maputo a été rendue possible parce qu'on a utilisé les données des Good Makers là, menées à Kinshasa de 2016 pour convaincre individuellement les autorités à voir autant de grossesses, 60 000 pour une 146 700. Pour une année dans une ville. Dans une seule ville. Ça, c'est seulement à Kinshasa. Ce n'est pas Kisangani, ce n'est pas Goma, ce n'est pas Mbujimaï, ce n'est pas Lubumbashi. Kinshasa seulement. C'est comme ça qu'on a pu convaincre quelques décideurs à voir que ce n'était plus un problème des femmes, c'est un problème de santé publique. On ne peut pas continuer à perdre les femmes et les fœtus comme ça. On peut, en fait, libéraliser pour essayer de voir si on peut sauver une sur deux vies lorsque la femme décide. Donc, c'est important pour nous de documenter, d'avoir les informations, de traiter ces statistiques pour avoir les évidences. Surtout, même vous, en tant qu'avocat, ils ne vont pas vous croire, les magistrats ou les juges, si vous n'avez pas voilà. La première chose, c'est la passion que j'ai pour ce que je fais. Comme je vous ai dit, quand vous n'êtes pas du tout exposé, moi, je voudrais vraiment que même si, quelle que soit la position que vous avez, acceptez d'être embarqué, que vous rencontriez les femmes. Parce que c'est facile. Peut-être que vous êtes à Lingouala, vous ne savez pas ce qui se passe à Ngiringiri ou à Selembao. Comme ça, on peut vous amener là-bas. Échanger avec les filles là. Chacun vous raconte son histoire, vous comprenez ce qui se passe là-bas. Donc, c'est la passion de ce que je veux que ça soit bien fait. La deuxième des choses, c'est que généralement, nous, au Congo, je me rappelle, quelqu'un m'a regardé, je ne vais pas aller dans les trucs raciaux, mais il m'a dit 99% des Congolais sont corrompus. Ça m'avait choqué, mais il avait raison. Il m'a dit, dans ce pays-là, chaque opération est entachée de corruption. Alors moi, dans tout le parcours que j'ai eu,
un des éléments clés sur lesquels je me bats le plus, c'est la transparence, c'est la bonne gouvernance. Et dans des organisations comme IPAS et comme d'autres organisations internationales, c'est un élément très important qui compte le plus. Être capable de dire, j'ai reçu $100, j'ai dépensé un là-bas, un ici, un là-bas, la facture est là-bas, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez checker, et ainsi de suite. On subit des audits, ça n'a rien à voir avec l'IGF, même ce que l'IGF fait là, c'est petit. C'est petit. Et donc, et on renvoie aussi très facilement les gens. Vous ne pouvez pas faire 5 ans comme ça et vous êtes... Non. Lui, il connaît, le prof, il connaît. Mais c'est cette volonté de pouvoir montrer qu'on peut faire différemment. Vous voyez, on parle d'alternative, il faut la jeunesse, au Parlement, au gouvernement et tout ça. Mais est-ce que les jeunes sont capables de faire différemment? Pas souvent. C'est cet exemple de pouvoir dire, je suis jeune, oui, j'ai des véhicules, oui, mais l'argent de l'organisation, ce n'est pas pour moi. J'ai un salaire, je me débrouille. Ma femme sait combien on me paye. À la fin du mois, on s'assoit, on dit, chérie, on a eu combien? On a eu autant. Qu'est-ce qu'on met où? Les études des enfants, les ceci, est-ce qu'on a un projet, est-ce qu'on a ceci? Si j'ai besoin d'un projet qui demande plus d'argent, comme tout le monde, je demande un crédit à la banque. Si on me donne, je fais mon projet, je rembourse. Parce que c'est ça le plus. Alors, quand vous maintenez la bonne gouvernance et vous avez la passion de ce que vous faites, le troisième élément, c'est la capacité à pouvoir anticiper les événements. Ça, c'est le côté technique. J'ai été formé ici au Congo et je suis fier d'avoir été à l'UNIKIN. J'ai eu l'opportunité d'aller en Israël pour être formé sur la gestion de projet et j'ai eu l'opportunité d'être formé dans d'autres pays européens. Mais tout ça, ça me donne des capacités techniques qui me fait que techniquement, je sais comprendre ce que je dois faire et je le fais et je guide mon équipe à ce qu'on puisse le faire. La suite, c'est que beaucoup, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des donateurs, nous font confiance. Et font confiance au travail que nous faisons. Je vous ai dit qu'on était ici au Congo, on était à Kinshasa, maintenant on est dans 11 provinces, maintenant on est au Burundi, et demain on sera sûrement en Centrafrique, parce que j'étais en réunion tout à l'heure avec leur gouvernement là-bas. Donc c'est plus ça, ce côté-là, parce que c'est ce qui manque. La technicité, mais en plus de la technicité, la gouvernance. Et en plus de cela, la passion de ce que vous faites. Même au niveau de la politique, si nous avons des personnes qui sont correctes dans ce qu'ils font, qui ont la capacité, parce que tu peux être bon, tu ne voles pas, mais tu n'as pas la capacité de protéger ce qu'on t'a donné. C'est les autres qui vont venir voler ça. Toi, tu vas seulement constater. Oh, ça c'est ici, on a pris, oh, ça on a pris. Parce que la capacité n'est pas là. Et si vous avez la capacité de pouvoir coordonner les choses et que vous êtes bon, vous respectez les principes, vous militez pour la bonne gouvernance, même les collègues avec qui je travaille, ils sont dans la même logique. J'avoue que IPAS a une équipe la plus jeune en tout cas. La plupart, vous verrez, les miens, il est là. La plupart de nos collègues, on en a qui sont un peu plus âgés, qui ont 55 ans, 55 ans, 54 ans. Il y en a, je crois, 1 ou 2. Non, il y en a au moins 3, je crois. Oui, 3. Mais la plupart, le reste, c'est 35 ans, 30 ans, 28 ans, 40 ans. Bon, c'est ça. Et on essaie de se faire confiance les uns et les autres pour pouvoir montrer qu'en tant que jeune, on peut faire quelque chose de différent. Donc, c'est possible. Je peux peut-être ajouter le respect. Le respect envers les parties prenantes, les partenaires. C'est peut-être un témoignage. Ça fait des années, il était à la société civile, il est à IPAS, il n'a pas perdu cette dimension de respecter les autres, qui que vous soyez. Il donne d'abord le respect en tant qu'humain. Je pense que ça fait aussi partie des éléments qui font qu'on continue à collaborer avec vous. Merci. Clôturer cette session avant que Maître Gisèle ne puisse clôturer. Je ne peux pas parler pour les... Non, parce que lui, il parle pour l'atelier et vous finissez par les Merci de la parole accordée. Je vais pas faire le savoir.
Ah, de l'eau. Oui, oui. La République démocratique du Congo, c'est l'État laïque. Hmm. Voilà. Nous sommes dans un cadre ici. Oui. Et par rapport à cela, cette conférence, la République démocratique du Congo a déjà ratifié. Oui. Hmm. On ne va pas demander de c'est ça. Et par rapport à ça, les instruments sont là. Nous devons appliquer ces instruments. Faire autre chose, c'est se régner soi-même par rapport à ces structures professionnelles qui nous embauchent et qui nous payent. Maman Bébia a fait une proposition. Je suis revenu plusieurs fois là-dessus. Le conseiller Paka, Bassilimou, Baudouin, il a très bien expliqué encore que nous sommes dans le système moniste. Mais il serait mieux de penser à intégrer le protocole de Maputo dans les lois internes. Oui. Dans les lois internes. Pour plusieurs raisons, le temps est déjà parti, on en avait discuté. Je crois que le combat de Haïpas peut bourgeonner, peut porter de fruits. Si je peux parler un peu de... Vous me voyez pantois, en train de réfléchir, si je vous ai suivi jusqu'à dormir, au-delà de 23 heures, avec maman Gisèle Kapinga, j'ai compris mieux. J'ai eu beaucoup de lumière sur le protocole de Maputo. Soit dit en passant, je suis apprenant en DS à l'UNIKIN. Excellent. Et au département de droits de l'homme. On m'arrive à effleurer, à parler du protocole de Maputo. Mais encore ici, on a ajouté un plus. Mais comme un arrière-goût qui reste dans la langue, après avoir dégusté quelque chose, j'ai soufflé ça au conseiller Kachama. Maman Annie vient de dire quelque chose juste à la fin. Nous ne voulons pas perdre les mamans et perdre le fœtus. J'ai bien suivi maman. Tout ce que nous disons, c'est pour les mamans, dans les soucis des mamans. Si on peut équilibrer aussi pour être avocat des fœtus, parce que quelqu'un nous a fait une démonstration. Il a pris 2 bougies. Il a pris une bougie entière, l'a allumée, et une autre bougie qui était pratiquement à la fin. C'était resté un tout petit peu. Et il nous a posé la question. Selon vous, quelle est la bougie quelle est la bougie, c'est pas le terme qu'il a utilisé. Qui va se terminer vite. Quelle est consommer. Qu'il faut protéger. Oui. Quelle est la bougie qu'il faut protéger? Quelle est la bougie qu'il faut protéger ici? Bon, il y a eu des réponses en sens divers. Mais finalement, il a voulu nous faire voir que la bougie qui tend vers la fin n'est pas préférable par rapport à la bougie qui vient de commencer, parce que ça peut encore aider pour parler du fœtus. Lorsque nous voyons le haut magistrat, l'ingénieur, le médecin, il a la femme, il a les enfants, il a la responsabilité. Il y a même un terme, si la maman meurt au quartier, on ne connaît pas le fœtus, on connaît la maman qui a les enfants. Ça, j'ai dit, c'est personnel. Hein? Est-ce que c'est correct ce que nous sommes en train de dire? Correct ce que nous sommes en train de dire. Si nous devons dire que le Congo de demain, c'est pour ces fœtus-là.
Alors, nous allons détruire le produit de la conception. Nous allons frotter les mains. Nous avons réduit sensiblement le taux de mortalité de la femme. Curieusement, on met une sourdine sur les enfants. Il n'est pas encore né, mais il est vivant et viable. Il est appelé à naître. Je n'aimerais pas faire de leçons ici, parce que les réflexions que nous sommes en train de faire et la loi qu'on a adoptée, c'est une loi humaine. Oui. Vous entendez qu'il y a des imperfections. Hier, nous l'avions dit, de deux choses mauvaises, la moins mauvaise est bonne. Oui. Et nous avons aussi ajouté, dans la moins mauvaise là, il y a toujours le radical mauvais. Nous allons appliquer le protocole de Maputo, mais il y a le mauvais encore là-dedans. C'est ainsi que je termine en disant que ce conflit de loi-là, si vous êtes chrétien, n'oubliez pas cette loi royale. Parce que vous avez même Maman Kapinga, il y a eu des témoignages, comment elle travaille maintenant lorsqu'elles arrivent à l'église, hein, respectant la parole de Dieu, respectant par exemple l'abstinence, au nom de la parole de Dieu, pour une véritable enfant de Dieu, pour un véritable enfant de Dieu, mais au cas où elle présente cette possibilité-là, pour dire que, voilà, ici, l'idéal, ce qui est mieux, ce qui est parfait, la loi parfaite que j'appelle la loi royale. Si vous pouvez être un vrai, authentique, un bon chrétien, je suis content d'apprendre que le directeur pays, qu'il est chrétien. Je suis très content. Je suis très content. Et que ce qu'il est en train de faire, c'est par rapport à la réalité. Mais je clôture en disant, la réalité n'est pas aussi la vérité. Oui, oui, c'est ça. Exactement. La réalité n'est pas la vérité. Si, ici je parle pour ceux qui sont chrétiens, c'est un témoignage, quelqu'un est décédé, il est revenu, parmi les griefs, excusez-moi le terme, parmi les reproches, il avait beaucoup avorté. Oui. Il n'y a pas de preuve dans ce qu'il a dit, hein? Oui. Mais c'est un témoignage. Mais il a retrouvé tout le sang de ses fœtus qui l'attendait de l'autre côté pour le jugement. Au ciel. Au ciel, papa. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de preuve, mais pour que cela interpelle le chrétien, quant au reste, nous appliquons les accords de Maputo, tout en sachant que nous sommes chrétiens, nous avons une conscience et une morale, qu'en détruisant le fœtus pour sauvegarder la maman n'est pas plus importante aussi que le fœtus, comme on peut le voir. Merci. Merci beaucoup pour cette ajout. Ça, c'est Alors, nous finissons complètement parce que une minute, Maître Gisèle peut partager quelque chose. Je vais partager avec vous. Non, on peut s'approcher. C'est vous qui bloquez. Là-bas, ça va. Là, il y a quelques mois, j'étais au mois de février. C'est dans un camp de déplacés à Manicouri, dans Igonze, je crois que c'est. Alors là, j'ai rencontré ces jeunes filles. C'est juste un échantillon. Dans ces camps, il y a, je crois, plus de 40 000 déplacés. J'ai rencontré ces jeunes filles, la moins âgée a 11 ans et la plus âgée a 16 ans. Toutes ces filles sont des survivantes de viols. Toutes ces filles-là. Et tous ces bébés que vous voyez, ce sont les produits des viols. Et le bébé que je tiens, il est séropositif. Sa maman, c'est juste celle qui est à côté de moi. Elle a 16 ans. 16 ans. Oui, elle est aussi séropositive. Oui, celle qui est en panne.
Il y a une autre que je ne vois pas, elle est là 11 ans. Et ces filles ici, la majorité, j'ai rencontré 40 filles. La majorité de ces filles, celles qui ont 11, 12, 13, ont aujourd'hui des problèmes de fistule. Je crois que les femmes peuvent... donc, elles font tout. Elles font pipi, elles font caca. Donc, elles ont une sorte d'incontinence. C'est les médecins qui peuvent bien nous expliquer. Et par exemple, celle qui est séropositive, elle doit prendre les médicaments. Elle doit manger. Elle a perdu ses parents. Donc, elle n'a rien à manger. Et les médicaments, c'est un problème. Et ces enfants-là, tous ces bébés-là, ces filles-là ne travaillent pas. Elles doivent nourrir ces bébés-là. Alors moi, je me dis, c'est bien. Chaque fois parce que je pars souvent dans les camps des déplacés, quand je rentre, je viens voir Dr Jean-Claude. Alors qu'en principe, je ne dois pas voir Dr Jean-Claude. C'est l'État congolais. Je suis de l'État congolais, mais l'État est démissionnaire. Dans les camps des déplacés, l'État est démissionnaire. Je viens voir Dr Jean-Claude pour dire, Dr Jean-Claude, est-ce que vos services-là, vous ne pouvez pas les mettre aussi dans les camps? Hier, je vous ai parlé d'une maman qui a été violée, dont on a tué son mari, on l'a violée, elle est tombée enceinte des jumeaux. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Moi, je me dis, en attendant que l'État prenne ses responsabilités, qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne aussi? Parce qu'il ne faut pas avorter? C'est juste pour nous aider à réfléchir. Nous sommes très loin de beaucoup de réalités. Nous sommes vraiment très loin de beaucoup de réalités dans nos bureaux, dans nos conforts. Nous ne savons pas ce que vivent nos compatriotes. Imaginez ces filles, quel avenir elles ont? Dans les camps de déplacés, il n'y a pas d'école. Non, elles n'étudient pas. Elles se retrouvent avec des bébés malades parce qu'à tout moment, elles doivent uriner, à tout moment, elles doivent faire les grands besoins. Pensons aussi à nos compatriotes. Moi, je pense, comme on l'a dit hier, portons aussi les chaussures des autres. Je suis en train de sourire, hein? Je fais semblant de sourire, mais ce jour-là, j'étais malade. Je suis rentrée à l'hôtel, j'étais malade parce que je n'ai pas supporté ce que j'ai vu dans le camp. Donc, j'aimerais que aussi que les conseils supérieurs de la magistrature, par exemple, organisent aussi des visites dans les camps de déplacés. Ça, c'est juste un problème, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Cette fille-là qui est atteinte, quel avenir est là? Quel avenir a son bébé? Donc, ce sont des sujets à réflexion pour nous. Merci. Okay. Merci beaucoup. On peut applaudir pour les panélistes. Merci beaucoup. Nous pouvons d'abord déborder notre